Votre télé régionale ouvre sa série de grands débats sur les élections municipales. On débute ce soir avec la capitale bourguignonne, Dijon. Allez, c'est parti. Bonsoir et bienvenue. Le 15 mars prochain, les Dijonnaises et les Dijonnais sont appelés à se prononcer pour exprimer les orientations qu'ils souhaitent pour l'évolution de leur ville dans les années à venir. Transport, logement ou renforcement de la sécurité. Quelles sont les propositions des candidats? Avec nous ce soir, 6 têtes de liste. Nathalie Kunders, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire sortante, membre du Parti socialiste, soutenue également par le MoDem, Place Publique, Génération Écologie, le PRG, la Fédération progressiste et le Parti radical. Emmanuel Bichot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des Républicains, soutenu également par le Nouveau Centre, l'UDI, Horizon et Reconquête. Michel Aberstro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des écologistes, également soutenu par le Parti communiste, l'Après et Génération. Rémi Gogel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une liste citoyenne et écologique. On peut dire que l'on peut qualifier de gauche, puisque vous êtes pour la décroissance et contre le capitalisme. Thierry Couder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'UDR d'Éric Ciotti. Vous êtes également soutenu par le Rassemblement national. Et Olivier Minard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste pour la France insoumise. Et je précise qu'il y a 2 autres candidats au poste de maire dans cette élection. Il s'agit de Claire Rocher pour Lutte ouvrière et de Camille Joyeux pour le Parti des travailleurs. On va débuter déjà cette émission avec une question un petit peu politique, on va dire, pour chacun. Nathalie Kunders, vous êtes la maire sortante, mais c'est votre première candidature en tant que tête de liste, après 4 mandats de François Rebsamen. On peut dire que vous êtes la candidate de la continuité ou la candidate du début d'un nouveau cycle? Eh bien, j'incarne à la fois la continuité et le changement. Je m'inscris dans cette histoire collective qui a débuté avec François Rebsamen en 2001 et qui a transformé la ville de Dijon. Je pense que beaucoup de personnes le disent. Et en même temps, eh bien, j'incarne le renouveau. Je suis une femme, je suis d'une autre génération. J'ai aussi des approches différentes sur certains dossiers. Et donc, je vais continuer à transformer cette ville et la faire avancer dans la fidélité de son histoire, mais aussi dans le renouveau qui s'impose et que j'incarne. Vous avez repris le même type d'union, on va dire, qu'avait créé François Rebsamen. Est-ce que là, vous évoluerez ou est-ce que vous resterez avec alliés des centristes et des centres-gauche, centre-droit? Écoutez, je suis une femme de gauche, je suis au Parti socialiste. Maintenant, j'ai autour de moi une équipe avec des gens de gauche, avec des gens du MoDem, du centre, qui est un allié historique, avec des écologistes, Génération Écologie, et des personnes aussi qui étaient de votre formation politique et qui m'ont rejoint, parce qu'ils sont peut-être pour l'écologie des solutions. Et donc, moi, je suis pas... Vous savez, quand vous êtes maire de Dijon, vous êtes maire de tous les Dijonnaises et de tous les Dijonnais. Et donc, moi, tous ceux qui croient en projet, qui veulent continuer à transformer cette ville, eh bien, je travaille avec eux. Emmanuel Bichot, vous avez vu, lever la main, vous avez tiqué un petit peu, je suppose, lorsque j'ai parlé du soutien de Reconquête, car il a fait beaucoup parler dans cette campagne. Il a effrayé une partie, on va dire, de la droite modérée, notamment le président du département, François Sauvadet, que vous assumez toujours. Et autre question, pourquoi ne pas avoir visé une alliance plus large, comme on a vu dans d'autres villes, avec une alliance avec notamment l'UDR et le RN? Alors, je levais la main pour autre chose, c'est que ma candidature, en fait, s'appuie sur le mouvement politique local Agir pour Dijon, ce qui est quand même une particularité. Mais vous êtes membre des Républicains. Absolument. Et donc, ce mouvement Agir pour Dijon, qui a déjà fait une candidature en 2020 avec 35% des voix, a rallié les Républicains, le Nouveau Centre, l'UDI, Horizon. Et pourquoi ne pas avoir élargi encore plus vers l'UDR et le RN? Eh bien, écoutez, nous souhaitons faire, nous, dès le début, le rassemblement le plus large possible des électeurs, des Dijonnais, pour tous ceux qui sont favorables au changement. Donc, moi, je respecte tous les électeurs, quels qu'ils soient. Ils étaient tous bienvenus. Certains ont choisi d'autres voies. Mais nous restons sur ce principe de rassembler tous ceux qui, à Dijon, souhaitent le changement. Thierry Couder, vous l'auriez souhaité, ce rassemblement?
Nous avons eu en d'autres temps des discussions, Emmanuel Bichot et moi, sur la confection d'une liste. Il souhaitait à l'époque une liste apolitique, effectivement, Agir pour Dijon, dans laquelle les mouvements comme l'UDR ou le RN venaient à titre personnel et pas politique. Et progressivement, il s'est rapproché ensuite des macronistes. Aujourd'hui, la liste qu'il présente est une liste macroniste de droite, une liste macroniste de gauche, une liste macroniste de droite, puisque tous les partis qui soutiennent Emmanuel Bichot sont des partis macronistes. Il y a des gens comme moi qui ont quitté l'UDR avec Éric Ciotti quand on a trouvé que c'était trop macroniste, et il y a ceux qui ont réadhéré il y a quelques mois quand précisément... Ça veut dire que pour vous aujourd'hui, il n'y a plus d'alliance possible ? Non. Si l'objectif... Oui ou non ? Pour moi, en tout cas, l'objectif, c'est de mettre un terme à 25 ans du système Rebsamen-Kenders, sans agressivité. Je pense que 5 ans, il y a eu des rythmes de 25 ans. Aujourd'hui, c'est moi la mère. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile à concevoir qu'une femme puisse être maire de Dijon. Mais aujourd'hui, je suis maire, c'est moi qui décide. Et si je suis réélue, je déciderai. Et je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un sous ma coupe. Non, mais je vous le dis, puisqu'à chaque fois, forcément, mon nom est associé à un homme. Donc, ne vous inquiétez pas, les femmes peuvent gouverner, je l'ai montré. Il a fait 24 ans de mandat. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. On va avancer un petit peu. Je termine très là-dessus, si vous voulez. rapidement. Aujourd'hui, à droite, en tout cas, puisqu'il y a un certain nombre de personnes sur ce plateau qui sont anti-macronistes, alors de gauche, d'extrême gauche, nous sommes les seuls à droite, puisque... on aura compris, on doit avancer, Thierry Coudert. Je dois me tourner vers Olivier Minard. Vous êtes donc tête de liste pour la France Insoumise. On les voit dans ces municipales, d'ailleurs partout en France. Jamais la France Insoumise n'a présenté autant de listes. Est-ce que vous êtes candidat vraiment sur l'élection locale ou est-ce que celle, on va dire, l'avant-présidentielle ? En quelque sorte, de toute façon, il n'y a pas d'élection locale qui n'ait pas aussi une dimension nationale. On voit bien que les soutiens qui sont dans l'équipe sortante, Madame Godard a voté le budget qui a maintenu le budget Le Cornu, et toutes les conséquences des coupes budgétaires ont des conséquences locales ici. Donc il y a une connexion interne dans cette élection, comme dans toutes les autres élections. Donc il y a une relation vraiment complètement interne entre les deux. Et puis je me tournais vers donc Rémi Gueugel, je le disais, vous présentez une liste citoyenne. Pourquoi finalement avoir proposé cette liste ? Vous m'arrêtez si je me trompe ou pas. L'objectif, c'est vraiment de poser la question de la décroissance et du localisme dans cette élection. Est-ce que votre candidature elle est obligatoire ? Est-ce qu'autour de cette table, personne ne pouvait porter ce combat-là ? Non, mais d'abord, il faut que je vous dise ce qu'est une liste citoyenne et participative. Alors, il faut vraiment être concis, aller très vite, c'est la première fois que ça arrive à Dijon. Et nous aussi, on est raccroché à un mouvement national qui s'appelle Action Commune. Il y a 700 listes aujourd'hui en France qui se présentent dans cette dynamique citoyenne et participative. La volonté principale, c'est d'abord de construire un projet en s'appuyant sur les besoins des gens. Et donc, on a passé 2 ans à écouter les Dijonnaises et les Dijonnais au travers de la ville. Et à travers cette élection... Je comprends bien, mais vous étiez obligé. Il faut vraiment que les prises de parole soient concises. Vous êtes 6, on n'a que 52 minutes. Personne d'autre ne pouvait porter cette parole-là, selon vous, autour de cette table. Oui ou non ? Cette parole-là, non, puisque nous sommes complètement indépendants des partis politiques. Ce qui va m'amener à me tourner vers Michel Abertron. Est-ce que vous regrettez cette candidature qui, quelque part, vous fait concurrence sur la question de l'écologie ? Nous, notre positionnement est clair. Nous sommes la seule liste à Dijon d'Union de la gauche et des écologistes. Moi, je suis membre des écologistes. Je suis en liste avec le Parti communiste, l'après-génération. Notre positionnement est clair et cohérent. L'Union de la gauche, et nous aurons souhaité là le plus large possible, mais chacun a fait des choix différents. Mais nous sommes pour l'union de la gauche et des écologistes. Merci. Donc on a fait ce petit tour d'horizon, on va dire, sur un petit peu les positions politiques de chacun. On va maintenant évoquer vos propositions programmatiques et je vais accueillir tout de suite Anne-Laure Labalette, notre consoeur de la radio ici Bourgogne. Avec vous, Anne-Laure, bonsoir. Nous allons aborder la question de la sécurité, un thème qui s'impose. Oui, le thème qui s'impose, qui s'invite partout dans cette campagne. Dijon n'échappe ni au crime, ni au délit, ni à la délinquance. Les derniers faits marquants, l'agression d'une enseignante la semaine dernière au lycée des Mares d'Or, celle d'une conductrice de bus d'Ivia. Ça, c'était fin janvier. En septembre dernier également, un jeune de 23 ans meurt dans une fusillade, place de la République. Et puis au mois de décembre, bien sûr, c'est le collège Champollion qui a été incendié. Et là, c'est en lien avec le narcotrafic. Alors comment vous allez les rassurer, les Dijonnais, pour plus de sécurité? Pour plusieurs d'entre vous, ça passe par un renfort de policiers municipaux. Ça va tout résoudre, Thierry Coudert ?
Non, ça ne va pas tout résoudre, mais ça va permettre de soulager la police nationale pour se concentrer sur le narcotrafic et sur du pénal. Et ça permet surtout, en développant la vidéosurveillance, d'avoir une surveillance. Moi, je suis pour une vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire de Dijon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qui permet donc non seulement d'intervenir a posteriori au judiciaire, mais aussi d'empêcher la commission d'actes ou d'assister en flagrant délit. Et ça, je crois que c'est très important qu'il y ait à la fois un doublement des effectifs de la police municipale pour être sur le terrain, pas pour être dans des bureaux de police, et qu'il y ait un centre de supervision qui permet de suivre un délinquant d'une rue à l'autre dans Dijon, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Avec quel argent? Ça va compter combien tout ça? Ça dépend de quoi vous parlez. C'est 45 000 € un agent de la police municipale. Donc, si vous en prenez 100, vous multipliez par 100. Et sur les caméras, ça dépend des systèmes. On est sur 4-5 millions. Mais ça actuellement, vous fait sourire, Nathalie c'est un budget extrêmement... C'est une des villes de cette taille où le budget de la sécurité est le plus faible en pourcentage. Et donc, il y a beaucoup de choses à rattraper. Et on a des tas d'autres idées pour soit ne pas faire des investissements, on y reviendra sans doute le T3, ou retirer l'argent de la cité de la gastronomie. Nathalie Kunders, qui semble ne pas être d'accord avec vous. Je pense que la sécurité, c'est un sujet particulièrement sérieux, c'est une préoccupation majeure, à Dijon comme ailleurs, parce que ça touche toutes les villes, qu'elles soient petites, moyennes, grandes. Et je pense qu'il mérite vraiment mieux ce sujet que des postures politiciennes ou des promesses démagogiques. Donc nous allons continuer à recruter des policiers municipaux. Je rappelle qu'ils sont passés, ils sont à plus de 100 maintenant. On les a armés, on a élargi leur amplitude horaire. Mais c'est démagogique de dire qu'on pourra déjà doubler les effectifs. Je souriais par rapport aux chiffres annoncés parce que, alors vous n'êtes pas aux affaires, donc vous ne savez pas le coût. Mais je l'ai au plan national sur ces questions. On ne prend pas que les salaires des policiers municipaux. Aujourd'hui, nos 100 policiers municipaux, c'est 7 millions d'euros dans le budget, à peu près. Parce que vous avez les salaires, vous avez l'armement, vous avez l'équipement, vous devez aussi leur acheter des véhicules, vous avez aussi tout l'accompagnement social. Donc nous, on va continuer à les professionnaliser. On va continuer, donc M. Couder ne connaît pas apparemment très bien Dijon puisqu'il est arrivé depuis peu de temps, mais nous avons un centre de supervision urbain, nous avons près de 300 caméras aujourd'hui que nous choisissons en lien, je ne vous ai pas interrompu, en lien avec le préfet et la police nationale qui marche très bien. Nous continuerons, parfois c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément la fibre et à un moment, notre objectif c'est de faire une continuité. Donc ça marche très bien, on travaille en lien avec l'État et on continuera. Et puis, parce que le problème c'est que je suis obligée de rectifier les mensonges qui sont dits. Donc j'aimerais bien aussi dire ce qu'on va proposer. En plus, nous allons proposer une brigade anti-incivilité et puis nous proposerons aussi d'élargir, ils le font là sur des heures sup, mais en fin de semaine, la présence des polices Emmanuel municipales. Bichot, ces propositions sont suffisantes pour vous? Écoutez, avec Mme Kunders, on a compris, c'est la continuité. Monsieur Rebsamen n'est pas là, mais c'est encore lui qui décide. Ils ne peuvent pas s'empêcher. On n'est plus au conseil municipal, Mme Kunders, aujourd'hui. On est dans le débat municipal. Donc c'est la continuité et on ne peut rien faire. C'est l'État qui doit faire. Les Dijonnais ne supportent plus ce discours. Ils veulent de l'action, ils veulent de la fermeté, ils veulent qu'on aille au mastic. Donc nous, ce que nous souhaitons faire, c'est renforcer la police municipale. On l'a dit depuis 2020, il faut 200 policiers municipaux à Dijon. Donc vous doublez aujourd'hui, mais ça fait depuis 2020 qu'on le demande. Madame Kunders a réussi le record de baisser le nombre de policiers municipaux de 63 à 45 dans son premier mandat. Vous étiez responsable de la sécurité publique. C'est complètement faux. Alors, mais vous n'étiez pas encore à Dijon quand vous êtes arrivé sur Dijon en 2015. Je vous laisse parler, mais c'est complètement faux. Donc arrêtez de dire des mensonges aux Dijonnais. C'est faux. C'est faux. J'étais au conseil départemental depuis 2001. J'ai regardé les chiffres. Vous avez baissé les effectifs municipaux de Dijon de 30% dans votre premier mandat, responsable de la sécurité publique. C'est comme votre bilan, Madame Kunders. Donc, on vous a alerté, vous avez fait un effort pour réaugmenter un peu. Avec 100 policiers municipaux, nous sommes très loin du compte. Nous sommes dans les villes les moins dotées en policiers municipaux par rapport à la délinquance et à la taille de notre population. Mais surtout, il faut de la fermeté. Il faut des instructions et il faut effectivement que la vidéoprotection soit un outil efficace, opérationnel, plus qu'aujourd'hui. Je fais également une mention du narcotrafic. Ce n'est pas possible de dire que la municipalité de Dijon ne peut rien contre le narcotrafic. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée en juin 2025 qui donne plein de pouvoirs
aux communes. Nous voulons nous en emparer et que la police municipale et que la municipalité dans son ensemble soit donc du côté plus de ou moins l'État de policiers pour municipaux. On va lutter demander aux contre autres le candidats narcotrafic. peut-être. Agir pour plus de sécurité, ça passe aussi par l'éducation, la médiation et l'encadrement des jeunes. C'est votre cas, Olivier Minard? Alors bien sûr, parce qu'en fait, on est un peu distingué et original dans la matière, parce qu'on pense que la somme des lois qui ont été votées depuis 25 ans en matière de sécurité, ça a un coût. La multiplication des vidéosurveillance ne résout absolument aucun problème. Le collège Champollion a quand même brûlé. Et en fait, cet investissement de l'argent, parce qu'il y a quasiment un marché juteux. Donc vous investissez pour former des personnes? Il nous faut plutôt de la police de proximité, peut-être même complètement désarmée, avec ne pas prendre la prérogative de la police nationale. De toute façon, le narcotrafic ne se joue pas à cette échelle-là. C'est vraiment exploiter la sécurité pour des raisons politiciennes. Et effectivement, il faut plutôt des éducateurs et retrouver de la tranquillité dans le quartier avec les populations. Je rappelle quand même qu'il y a des causes à l'insécurité et à la violence. Ce sont les politiques néolibérales qui appauvrissent les populations et font monter les tensions. La causalité n'est jamais Michel là. Abertro. C'est un vrai sujet, c'est une vraie préoccupation, vous avez raison, la sécurité et la tranquillité publique. Moi, je constate qu'on parle que de répression. Moi, je constate quand même que c'est la droite qui a supprimé la police de proximité. Aujourd'hui, elle veut la remplacer par la police municipale sans moyens supplémentaires. L'État s'est désengagé de ses missions régaliennes. Vous mettez en place un dispositif municipal de prévention, c'est ça? Donc, effectivement, il y a un pied sur la répression et aujourd'hui, les effectifs sont suffisants à notre avis. Par contre, il faut travailler sur la prévention. Et la prévention, c'est des moyens de médiateurs, d'éducateurs spécialisés, mais c'est aussi des moyens d'activités sociales, culturelles, sportifs, dans tous les quartiers. Et c'est aussi l'insertion professionnelle, et ça, j'y tiens pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui sur la prévention, c'est ce que vous dites qui fait... Je dis qu'il faut renforcer le travail sur la prévention. De façon insuffisante? Oui, il faut largement le renforcer les activités. C'est pour ça que, par exemple, dans notre programme, on met un accent particulier pour aider les associations culturelles, sportives, pour mettre jusqu'à 10% du budget pour aider les associations. Parce qu'il y a besoin de cette prévention, mais il y a aussi besoin de l'insertion professionnelle. Et j'en suis particulièrement sensible. Je suis directeur d'un centre de formation et je vois les difficultés des jeunes à s'insérer dans le monde professionnel. Je voudrais qu'on vous entende, Rémi Gogel, sur le sujet. J'ai décortiqué votre programme. À aucun moment, on a une mention sur la sécurité, les caméras de vidéoprotection. La sécurité, c'est pas sur ça que vous allez faire campagne. Alors, vous l'avez peut-être pas lu avec le bon regard, je m'excuse, ou avec la bonne focale. En fait, pour vous, la sécurité pour nous, c'est très important, mais on parle des sécurités. On a une population, une ville, un monde qui est confronté à des crises graves, la crise climatique, l'épuisement des ressources progressif, crise face auxquelles les politiques de tous bords, d'ailleurs, ne font rien ou pas grand-chose. Et donc, nous, on veut adresser le sujet des sécurités et rappeler que la première mission d'un maire, c'est d'assurer les besoins vitaux de la population. C'est très simple, il s'agit de se protéger des vagues de chaleur, de pouvoir manger tous les jours, de boire une eau pure, de respirer un air de qualité. Toutes ces questions-là, elles ne sont pas traitées par la sécurité au sens où les gens de droite, là, et d'autres encore, l'évoquent. Donc nous, au risque de déplaire à certains, mais c'est pas grave, on ne va pas augmenter le nombre de caméras, on ne va pas augmenter le nombre de clôtures, on va plutôt planter des arbres à la place des caméras pour renforcer le bien-être en ville pour la population. Et on va rajouter des bancs que Mme Kunders et M. Rebsamen avant elle ont largement retiré de l'espace public parce que c'est le premier mobilier urbain qui permet d'apaiser l'espace public et notamment, les personnes âgées nous l'ont beaucoup dit, de pouvoir se promener en ville en trouvant des lieux de repos. Voilà. Merci Rémi Gogel. On va repasser à vous, Nathalie Kunders. Parlons du narcotrafic, évidemment. On sait que ça a été... on en a énormément parlé. Comment on fait pour lutter contre le narcotrafic? Moi, je voudrais dire, entre les postures idéologiques de désarmer la police et d'éteindre toutes les caméras, et puis les solutions miracles, mais pas réalisables, de doubler, de tripler les policiers municipaux, finalement, nous, on est un peu le compromis, on est dans l'action, on propose des solutions concrètes et réalisables. Alors, je voudrais avant tout vraiment saluer le travail remarquable des policiers nationaux, parce qu'on travaille très bien avec eux à Dijon, avec le directeur interdépartemental de la police nationale. Ils font un travail remarquable, notamment sur le narcotrafic, parce que ça reste une compétence de l'État. Et vraiment, et c'est parce qu'il y a ce travail remarquable qu'en représailles, malheureusement, il y a eu les incendies. Maintenant, la police municipale travaille
en renfort sur les occupations de halls d'immeubles dans le cadre des compétences qui nous sont allouées. Et puis, sur ces sujets, nous allons continuer et nous faisons aussi de la prévention. L'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, moi, je le dis toujours, à un moment donné, quand vous vous occupez que des symptômes, à un moment, il faut aussi s'occuper des causes de la maladie. Donc, nous travaillons vous dit qu'elle est insuffisante. Vous sur la pourriez faire dissuasion, plus, sur vous la prévoyez prévention. faire plus. On le fait. On a fait une agence. Alors, on fait jamais assez, forcément, mais déjà, on en fait beaucoup. Après, il y a aussi plusieurs raisons. On a du mal à recruter des éducateurs. On répond à des appels d'offres de l'État. D'ailleurs, l'opposition s'oppose lorsqu'on propose justement que nos jeunes ne basculent pas dans la délinquance, ne consomment pas, parce que c'est aussi un problème de santé publique. Enfin, je voudrais aussi, il faut parler de la prévention, des jeunes qui peuvent basculer dans la délinquance, mais il y a aussi des consommateurs, à Dijon comme ailleurs, parce que le narcotrafic, si vous lisez la presse, c'est dans les petites communes, dans les grandes. Mais je voudrais dire qu'il y a des consommateurs qu'il faut soit soigner, parce que certains sont malades, ou soit il faut verbaliser, et c'est pour ça que j'ai travaillé au niveau national pour que la police municipale puisse dresser des amendes forfaitaires délictuelles. On vous a compris. Oui, Emmanuel Bichot. non, mais Madame Conders, comme Monsieur Rebsamen, ils ont toujours été dans le monde des bisounours avec plusieurs mandats de retard sur la sécurité. Nous, ce que nous souhaitons, je suis d'accord pour la prévention, mais il faut la réorienter sur une prévention personnalisée, une responsabilisation individuelle et une responsabilisation des familles, en mettant en place d'ailleurs un conseil des droits et des devoirs des familles qui existe dans la loi depuis 2007. On va devoir enchaîner et changer de thème. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Et puis, donc on va parler dans un instant de la question du transport. Mais avant, on va passer aux questions flash. Le principe, il est simple. C'est une question fermée qui appelle une réponse de votre part en une phrase. Merci beaucoup de respecter cette règle. Et on va tout de suite commencer avec la première. Faut-il transformer la cité de la gastronomie? Si oui, pour en faire quoi? Vraiment 10 secondes maximum, Emmanuel Bichot. Alors tout simplement, sur la cité de la gastronomie, il faut arrêter les frais. On a dépensé beaucoup trop d'argent pour un échec. Donc je suis totalement opposé à la réinjection de 15 millions d'euros que prévoit la municipalité. Donc transformer la réponse est oui, vous ne respectez pas la règle, Emmanuel Bichot. On va passer à Michel Aberstro. Oui, il faut la transformer parce que c'est un échec commercial, mais c'est aussi un échec du projet. La transformer en quoi? En un lieu d'éducation populaire autour de la gastronomie populaire. Merci, Thierry Couder. C'est un échec à Dijon, comme ça a été un échec à Lyon, comme ça n'a pas vu le jour à Paris. Donc moi, je suis pour arrêter les frais financièrement et réfléchir à une formule qui rapporte de l'argent. Et nous pensons qu'on pourrait peut-être faire un casino en modifiant le projet de loi de finances. Merci, Rémi Gogel. Alors nous, on la transforme en cité locale de l'autonomie alimentaire, qui va être le cœur vibrant de notre projet de ville nourricière, qui consiste à passer en 25 ans de 8% d'autonomie alimentaire du territoire, résultat des politiques inconséquentes des Merci, Olivier Minard. Olivier Minard, merci en une phrase, vous ne respectez pas la règle, on y va. C'est une longue phrase. Olivier Minard. Alors, ce qui sera symbolique de cette transformation de cette cité, c'est un restaurant municipal populaire à petit prix pour lutter contre la pauvreté et avec des choses écologiques à l'intérieur. Merci, pour le bien Nathalie Condors. Moi, je vous fais une proposition réalisable et finançable. La partie culturelle marche très bien. On a plus de 200 000 visiteurs. Par contre, sur la partie privée qui est commerciale, effectivement, il faut faire évoluer le projet avec... Ah oui. Non, mais il faut être réaliste. Non, mais Laissez terminer, s'il vous plaît, en une phrase. Il faut travailler sur la partie privée également, avec la personne qui s'occupe du privé. Et moi, je proposerai un groupe de travail. Merci beaucoup, Nathalie Condors. Deuxième question flash. Et vraiment en plus que la police municipale. Faire un chèque de 15 millions d'euros. Mais arrêtez. Merci Stéphanie. Vraiment, deuxième question flash, s'il vous plaît, en une phrase, 10 secondes maximum. Monsieur Couder, respectez la règle, s'il vous plaît. Faut-il créer un nouveau grand événement populaire à Dijon, bénéfique à la renommée de la ville? Si oui, lequel? Thierry Couder. Je pense qu'il y a un déficit de grands événements de toute nature sur Dijon et qu'il faut travailler à faire non seulement effectivement un grand événement populaire qui pourrait être historique, mais aussi des festivals. Il y en a un qui marche bien, mais il faudrait sur d'autres... Merci. Rémi Gogel. Le grand événement, c'est le truc pour l'attractivité, l'attractivisme même. Nous, on veut passer d'une ville qui est attractive mais très fragile à une ville robuste, résiliente et inspirante. Donc on n'aura pas besoin de grands événements. Merci Olivier Minard. Écoutez, je n'avais pas du tout pensé à la question, mais je vais convoquer Rousseau, plutôt une fête populaire interne à la ville qui viendra la ressouder. Vous savez que Rousseau adore la fête contre le spectacle. Merci, Michel Aberstro. On parlait d'alimentation. Nous, on va proposer un festival des cuisines du monde pour se connaître les uns les autres, vivre ensemble. Nathalie Condors. On continuera le concert d'entrée et le festival Golden Coast. Et je propose de créer une fête populaire autour des Ducs de Bourgogne à dimension européenne. Emmanuel Bichot. Nous, ce que nous souhaitons, c'est ouvrir le palais des Ducs à tous les visiteurs. Tout simplement que le nouveau maire ne s'installe plus dans son bureau,
se mettre dans les bureaux administratifs derrière. C'est pas vraiment un grand événement. C'est un grand mais événement. c'est votre choix. Vraiment, dernière question. Place, on est déjà en retard. Voilà. Faut-il organiser un référendum local? Si oui, sur quel thème? Rémi Gogel. Alors, on a beaucoup En une d'instruments phrase. pour faire progresser la démocratie participative et la participation. Et donc, il faudrait que je puisse vous le raconter. Vous irez voir sur notre site Internet, il y a beaucoup de choses, mais le référendum local n'en fait pas spécifiquement partie. Olivier Minard. Un RIC concernant la question des rythmes scolaires me paraît absolument important pour repenser l'école et la relation d'école et des familles pour les enfants. Emmanuel Bichot. Donc référendums locaux et rétablissement de véritables conseils de quartier. Nathalie Kunders. Je pense que déjà, il y aura la démocratie décidera par rapport à notre programme aux prochaines élections, mais je ne suis pas contre des référendums. Encore faut-il trouver un sujet pertinent pour interroger les Dijonnaises et les Dijonnais. Michel Abertrand. Alors nous, on voulait une ville coopérative et ce n'est pas des RIC qu'on mettra en place, c'est des conventions citoyennes pour co-construire les grands projets de la ville avec les Dijonnaises et les Dijonnais. Et enfin Thierry Couder. Je suis favorable au principe. Après, je pense qu'il faut attendre au moins 6 mois, une fois qu'il y aura une alternance, pour voir quel sujet on met à la délibération populaire. Merci beaucoup. On passe tout de suite donc, à notre deuxième thème, la question des transports. Vous avez fait tous différentes propositions. Alors, plus de trams avec une 3e ligne, plus de place pour les vélos et les piétons, des nouveaux aménagements routiers pour les voitures pour certains. Vous proposez quoi, vous, Emmanuel Bichot? Écoutez, nous, on considère qu'il y a un gros problème aujourd'hui qui est l'état de la voirie. L'état de la voirie à Dijon et sur la métropole, et également des déplacements de plus en plus difficiles. Donc nous souhaitons remettre les choses dans l'ordre. Mais ça veut dire que vous dites priorité à la voiture avant les transports en commun? Vous parlez de la voiture, non, là? je parle de l'ensemble de la voirie. transports. La voirie, c'est la chaussée et les trottoirs. D'accord. Donc il y a les piétons, qui sont le maillon faible aujourd'hui, qui sont complètement oubliés, qui sont sur des trottoirs souvent impraticables. Il y a les vélos qui ont des pistes qui sont interrompues, qui ne sont pas continues. Et il y a les voitures qui sont souvent dans des bouchons. Donc il faut remettre tout ça de manière cohérente dans un grand programme que nous appelons Ma rue, ma ville, qui va consister à remettre en état et à adapter la chaussée à tous ses usages. Mais sur les déplacements. En concertation avec les Dijonnais, rue par rue, quartier par quartier, et avec la cohérence globale. Mais sur les déplacements, favoriser les transports en commun ou la voiture? Stopper le projet de tram T3 qui n'a aucun intérêt, rééquilibrer le réseau de bus, y compris avec des navettes qui ramèneront vers le centre-ville certains quartiers, et améliorer la circulation des piétons et des vélos. Olivier Minard. Alors, nous, on veut la gratuité des transports et du tram en particulier. D'abord, nous commencerons... Gratuité complète pour tout le monde? Pour tout le monde. Alors, d'abord, on commencera avec les populations les plus fragiles. D'abord, les jeunes de moins de 26 ans, les populations précaires, les chômeurs, pour aller vers la gratuité complète, car le payant, ça coûte cher. Il faut payer des contrôleurs. Nous voulons aussi que soit réfléchi la tracée de tram et qu'on fasse une consultation citoyenne, éventuellement un RIC. Nous avons remarqué que ce qui avait été imaginé, c'est des connexions entre des centres commerciaux, et c'est l'exemplification d'une ville marchande, alors que nous voulons plutôt connecter des populations, et le droit du transport, c'est un grand droit de la ville. Et enfin, par exemple? Comment? Par exemple? Pardon? Vous dites que vous voulez développer, c'est-à-dire développer comment? Développer comment? Parce que vous venez... Les connexions que vous voulez développer, c'est-à-dire concrètement... Connecter les populations entre elles. On remarque que, par exemple, le quartier de la Fontaine-Douche est complètement pas du tout pensé dans l'imaginaire de ce qui a été proposé et imaginé par... vous voulez le connecter comment? Vous voulez quoi? C'est quoi? Le tracé du tram? Connecter, que ce soit les populations qui puissent circuler de manière libre sans que ça ait un coût sur leurs économies. Donc avec la gratuité pour tous, Thierry Couder, vous n'aviez pas l'air convaincu par cette idée? Je ne suis pas convaincu parce que, évidemment, j'aimerais, mais ça coûte extrêmement cher et je ne vois pas très bien comment on pourrait financer, sauf sur certains segments. Par exemple, j'ai fait une proposition sur les étudiants pour qu'ils aient une carte gratuite, éventuellement qu'ils fassent, ce qui est déjà le cas pour le permis de conduire, 40 heures de service à la population dans des associations. Et sur la troisième ligne mais d'une manière générale, tram, je pense que c'est des troisième ligne de tram, vous êtes favorable, défavorable? Je suis défavorable à la troisième ligne, je suis favorable à un redécoupage des lignes de bus de manière fine dans une logique principalement de domicile-travail et dans les bons créneaux horaires, et je suis favorable à ce qu'il y ait un certain nombre de lignes qui soient ouvertes la nuit toutes les heures pour permettre à ceux qui travaillent ou qui vont se distraire ou qui sortent tard, en tout cas, de pouvoir toutes les heures avoir un bus sûr pour rentrer chez eux. Michel Abertrand. Alors, moi, je suis surpris, ce soir, on ne parle pas du réchauffement climatique, on ne parle pas de la perte de biodiversité, on ne parle pas des problèmes de notre époque. Donc, il nous faut décarboner.
Donc il faut bien réfléchir ensemble et aussi au niveau urbanisme et mobilité, comment décarboner, comment permettre la mobilité. Alors décarboner, c'est très clairement moins de voitures en ville, mais à côté, plus de facilité de transport en commun, de voies vélo continues, ce qui n'existe malheureusement pas suffisamment aujourd'hui, et de partager l'espace public entre les piétons, les vélos, et il faudra aussi des voitures, notamment pour les problèmes d'ambulance ou autres. Donc partager, mais l'inclinaison, elle est forte. Nous devons décarboner nos déplacements. Oui, on est d'accord là-dessus. Nous, on ne le fera pas avec le tram 3. Il faut savoir que ce projet, il est pensé dans une perspective de construction de près de 5000 logements neufs au sud de Chenôve. Sinon, il ne sert à rien. Ces logements-là, nous, Dijon Avenir, nous ne les construirons pas. Mais les modes de transport que vous je termine essentiellement parce qu'on réhabilitera les logements existants qui sont très nombreux plutôt que de construire à neuf en détruisant la nature. On va parler du logement juste après, mais sur les transports. Sur les transports, nos deux solutions essentiellement, c'est d'abord un réseau de bus beaucoup plus dense pour effectivement connecter l'ensemble des quartiers et des bus qui, pour la décarbonation, seront même transformés en ce qu'on appelle le trolleybus, c'est-à-dire des bus avec pantographe, ce qui a existé pendant des années à Dijon. On va demander beaucoup mieux maillé. Et un réseau. Il faut que la parole tourne trop vite. Il faut que la parole tourne très vite. On me dit au prompteur que je parle moins que les collègues et ça commence à me... Ce n'est pas l'égalité parfaite, c'est la règle de l'équité selon les règles de l'ARCOM. On vous l'a dit avant l'émission, ce n'est pas très fair-play. Nathalie Kunders, vous avez entendu ce qu'ont dit les autres concurrents. Vous avez dit ce qu'ont dit les autres concurrents. Alors c'est une surprise pour personne, bien sûr, que je suis pour la 3e ligne de tramway. C'est une nécessité. Aujourd'hui, on a 2 lignes qui marchent très bien, qui marchent trop bien, et il faut créer cette nouvelle ligne. Il faut faire confiance. Vous savez, votre parti, vous étiez contre, votre parti plutôt, parce que vous n'habitiez pas à Dijon à l'époque, mais pour T1, T2, vous étiez contre. Votre parti aussi, vous n'étiez pas à Dijon. Et on a vu que c'est une grande réussite maintenant, T1, T2. Donc il faut faire confiance aux scientifiques, aux études scientifiques qui justement font cette proposition. C'est une ligne qui va relier les zones d'activité économique, qui va relier les zones de logement, qui va relier les lycées, les collèges. Donc c'est un besoin. Faire la gratuité, c'est une fausse bonne idée parce que ça a effectivement un coût important, près de 27 millions d'euros. Et donc ça ne permettrait pas d'investir ou de changer les bus en électrique. Donc nous, on préfère avoir des tarifs préférentiels pour des populations ciblées. Et pour terminer, la T3, elle permettra aussi de végétaliser, de continuer à transformer la ville, ça a été le cas pour T1, T2, et de faire des pistes cyclables. Et faites attention, monsieur Aberstro, parce que parfois, quand vous critiquez des pistes cyclables, elle a été faite par une personne qui était dans votre parti, je crois, qui est sur votre liste. Et donc, je n'aurais sûrement pas fait ces choix à l'époque. Son nom, mais voilà, Madame Hervieux. Madame Hervieux, Catherine Hervieux. Non, je suis obligé de répondre. Vous êtes déjà en avance par rapport à ce qui est prévu. On va laisser Michel Aberstro, puis Emmanuel Bichot. Michel Aberstro, puis Emmanuel Bichot. Michel Aberstro. Le plan vélo n'a pas avancé depuis cette mandature. Et cette mandature, je tiens à le rappeler, les écologistes étaient dans l'opposition. Donc un plan vélo nécessaire, ça demande des moyens. L'ADEME chiffre à peu près à 30 € de moyens par personne à mettre chaque année. On en mettra 40 pour récupérer le retard pris. Dijon a pris un retard considérable. Les pistes ne sont pas sécurisées, aussi bien pour les vélos. Je prends des exemples de pistes qui a été fait par Madame Hervieux. C'est ça. Il faut effectivement avancer. J'aurais fait d'autres choix. J'aurais fait d'autres choix. Oui, mais les écologistes sont dans l'opposition depuis 2020. Ne nous reprochez pas. Elles ont été faites avant 2020. Les pistes cyclables. Donc vous n'avez rien fait depuis 2020. Celles que vous critiquez, on a fait. On va laisser parler. Merci beaucoup. On va laisser parler Emmanuel Bichot. Emmanuel Bichot, vous vouliez intervenir. Entre vous vouliez intervenir dans des débats picrocoliens. Les 2 premières lignes de tram étaient nécessaires. Et moi, en tant que rapporteur général du budget au conseil départemental, à l'époque, nous avons décidé d'apporter 20 millions d'euros à la construction de ces 2 premières lignes de tram. Le problème aujourd'hui, c'est que pourquoi sont-elles saturées à certaines heures ? C'est parce que tout le réseau de bus a été déstructuré pour rabattre les gens sur le tram, ce qui parfois rallonge énormément les temps de trajet. Donc rééquilibrons le réseau de bus. Et ce spectre de la saturation qui se produit effectivement à certaines heures s'éloignera. Et donc vraiment, c'est un faux débat. Vous avez très mal posé les termes de ce projet de TAM T3 qui est sorti du chapeau, qui n'a aucun intérêt. Il faut immédiatement le suspendre et s'occuper des vrais besoins des Dijonnais en matière de déplacement. Nous n'avons même plus de plan de déplacement à Dijon. Il a été annulé en 2022 par le juge administratif parce qu'il était incohérent. J'aimerais qu'on parle maintenant de la question du logement, puisqu'il devient de plus en plus difficile de se loger
à Dijon. La demande est supérieure à l'offre. Thierry Coudert, quelles sont vos propositions pour que les Dijonnais puissent se loger facilement et convenablement demain? Alors c'est très simple, je pense qu'il faut arrêter ce qui s'est passé pendant 25 ans, cette bétonisation effrénée, sans logique urbanistique qui faisait que ce n'était pas raccordé soit à des logiques commerciales de commerce existant, soit de transport public, etc. On a posé ici ou là à chaque fois qu'il y avait une opportunité foncière. Je pense qu'il faut maintenant travailler sur des Donc plans ça veut de dire quoi? rénovation Pas de construction de nouveaux logements, vous dites Non, quoi? priorité à la rénovation de logements et la remise sur le marché de logements qui actuellement, et il y en a beaucoup dans Dijon, ne sont pas en état d'être loués ou d'être vendus. Et là, je suis pour que la ville dispose d'un certain nombre d'éléments pour aider les propriétaires à remettre ces logements sur le marché. Mais c'est un arrêt total à la bétonisation. Et je souhaite, si je suis élu, suspendre effectivement le PLU-IHD. Si je vous comprends bien, c'est quoi? C'est des aides publiques pour les propriétaires privés pour réhabiliter les logements? On peut intervenir soit par une société d'économie mixte, ce que je voudrais faire sur les commerces, soit on peut demander aux organismes HLM d'intervenir et d'acheter un certain nombre d'appartements en milieu diffus. Olivier Ménard, sur la question du logement. Sur la question du logement, nous aussi, on est également pour faire de la ville sur la ville et arrêter de construire du béton, faire pousser du béton avec des logements qui sont inaccessibles pour les budgets des plus modestes. Donc on est pour un plan de rénovation, éventuellement aider avec des rénovations qui sont en direction de la dimension écologique. C'est dans un plan, il faudrait aussi un audit, faire des brigades pour passer, voir dans tous les logements publics tout ce qu'il y a à faire. Et puis essayer de proposer effectivement aux propriétaires de remettre sur le marché du locatif. Et on n'hésitera pas à chercher à la réquisition parce qu'on veut vraiment limiter les loyers. On sait que l'attractivité, c'est bien, mais ça fait monter aussi avec le tourisme, du surtourisme qui crée une augmentation du prix des loyers. Et ce sont les populations qui sont touchées. Donc une régulation du Airbnb est importante. Oui, la question, elle est simple. Se loger est devenu de plus en plus cher. Il y a une inflation incroyable, aussi bien pour la location que pour l'accès à la propriété. Donc, il faut réguler. On a un moyen, ça s'appelle le classement en zone tendue. On va le demander à la préfecture. Ça nous permettra d'encadrer les loyers. Ça nous permettra également de limiter les locations temporaires de type Airbnb à 90 jours. Donc vous êtes trois à demander autour de cette table, Rémi Gogel, Olivier Ménard et vous, Michel Aberstro. Vous, Nathalie Kunders, vous dites que ce n'est pas une bonne idée, vous ne rejoignez pas ce camp-là. Moi, je dis qu'il faut continuer à construire. Dijon en zone tendue. Alors, pour les Airbnb, déjà, j'ai l'impression parfois on n'habite pas dans la même ville. Zone tendue, on le dit, ça engendrerait un encadrement des loyers. Oui, sur la bétonisation, je veux juste dire qu'on construit des logements et on loge des personnes dignement. Alors moi, j'ai annoncé qu'on allait construire différemment, qu'on allait réviser le PLUHD, puisque maintenant, depuis que je suis maire, c'est ce que j'ai annoncé. Concernant les rénovations, on a déjà des dispositifs à la métropole pour aider les propriétaires privés. Maintenant, les logements vacants, c'est de l'ordre de 2-3 000, donc c'est très peu. Donc c'est pas comme ça qu'on arrivera à permettre à chacun de se loger dignement. Pour les Airbnb, maintenant que la loi me le permet, j'ai annoncé que si je suis réélue maire de Dijon, je prendrai une délibération au prochain conseil municipal, avant le mois de juin, effectivement, pour limiter la durée de location des Airbnb à 90 jours. Mais je voudrais juste dire par rapport au Airbnb, c'est le fruit aussi des politiques qu'on met d'attractivité. Aujourd'hui, Dijon attire des touristes. On a 2 millions de touristes chaque année. C'est pas du surtourisme, mais c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est aussi important pour nos hôtels, pour nos restaurants, pour notre commerce de centre-ville. Donc on peut plutôt se réjouir d'être une ville attractive avec des touristes. Et maintenant, comme je souhaite privilégier le logement résidentiel, eh bien, je l'ai annoncé, je régulerai les Airbnb. Et on continuera à construire. Ça me fait un peu sourire parce que, à part vous, Monsieur Minard, tout le monde était la semaine dernière à la CPME devant des chefs d'entreprise. Les discours étaient un peu plus modérés sur le logement et sur la construction. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont dit devant la CPME qui ils étaient moins... Bon, vous regarderez ou vous demanderez... Non. Ils étaient... Les logements, on en a besoin. C'est les chefs d'entreprise qui le disent. On a besoin pour loger des personnes. Les entreprises, aujourd'hui, ont du mal à recruter. Le CHU a du mal à recruter. À un moment donné, construire des logements, c'est aussi accueillir des nouvelles familles qui choisissent parfois Dijon. C'est ce que me disent les chefs d'entreprise. Quand vous recrutez un cadre, un collaborateur, c'est toute la famille que vous recrutez. Et la famille, elle regarde si elle peut avoir un logement digne. Elle regarde l'attractivité. C'est tout un système. Et puis, en même temps, le logement, ça fait aussi travailler
les promoteurs, les architectes. Donc c'est bon pour l'activité économique d'une ville. Vous savez, le dicton « quand le bâtiment va, tout va », eh bien, il est applicable à Dijon également. Et en deux phrases, ça va venir, ça va venir. Vous allez voir. Emmanuel Bichot, oui, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut retrouver une évolution équilibrée, une évolution de la ville équilibrée. Tout commence par la politique du peuplement. Aujourd'hui, on a beaucoup construit, presque 20 000 logements, 18 000 logements, essentiellement pour la moitié des logements HLM, mais pour loger qui ? Pour loger des populations importées, soit des populations défavorisées venant de la région parisienne, soit des gens de Paris, comme soit des gens de Paris, il faut arrêter de stigmatiser soit aussi. Des populations migrantes. Parce que le nombre d'étrangers à Dijon a doublé en 10 ans. Depuis 2006, entre 2006 et 2022, le dernier recensement de l'INSEE, il est passé de 8 600 à 16 400. Mais vous voulez quoi ? Moins de logements pour moins d'habitants à Dijon ? Non, la question c'est de savoir des logements pour loger qui. Je pense qu'effectivement, il y a des priorités par rapport aux besoins de Dijonnais qui ne sont pas servis aujourd'hui. Donc il faut construire moins, donner la priorité. C'est un très bon exemple, par exemple, des personnes qui travaillent au CHU ou dans d'autres administrations ou entreprises de la ville de Dijon, enfin sur la commune de Dijon ou la métropole. Et puis deuxièmement, protéger et préserver les espaces verts. Et troisièmement, avoir une charte architecturale et paysagère qui garantisse plus d'harmonie. Donc vous voulez prioriser les gens qui travaillent et moins de nouveaux arrivants quelque part à Dijon. On va laisser la parole à Thierry Couder et après Rémi Goguel. Et nous souhaitons baisser la fiscalité des propriétaires en réduisant de 5% tout de suite dès le 15 avril 2026 et en votant une exonération de 3 ans pour tous les propriétaires. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry Couder ? De rénovation énergétique. Je suis d'accord sur la baisse de 5% et après un audit la première année de voir si on peut continuer ou pas à baisser le foncier bâti. Je voulais intervenir sur la gestion des HLM, sur laquelle la mairie a évidemment la haute main sur les contingents. Moi, je suis vraiment pour faire une priorité absolue dans l'attribution des logements sociaux aux personnes qui travaillent dans la métropole ou qui travaillent à Dijon. Ça doit être un critère absolu. Enfin, évidemment, aussi les personnes à mobilité réduite. Mais je veux dire, ça doit être une priorité absolue. C'est déjà le cas. Oui. Ouais, je voudrais vous disiez c'est déjà le cas ? Oui, c'est déjà le cas. Mais quand je vous écoute, soit on n'habite pas la même ville. Mais écoutez, je pense que... Je vais juste vous dire quelque chose. Quand on veut être maire d'une ville, il faut aussi aimer sa ville et ses habitants. Et il faut en parler de façon positive, parce que ça contribue à l'attractivité. Et depuis le début du débat, certains d'entre vous sont en train de cracher sur la ville, de la dénigrer, parfois, des fois avec une obsession malsaine. Et je voudrais juste vous dire qu'à un moment, il faut aussi aimer sa ville. Elle est belle, elle est attractive. Et vous savez, comme je suis quelqu'un d'optimiste, je suis sûre qu'à un moment donné, vous allez finir par l'aimer, cette ville. Et peut-être que vous allez finir par l'habiter à temps plein avec votre famille. Et je vous accueillerai avec grand plaisir à la journée des nouveaux arrivants. Et on fêtera ensemble cette belle ville. Alors, moi, j'aimerais quand même prendre un petit peu la parole. Allez-y, ça fait 2 fois sur le même sujet. Parce que M. Bichot... D'abord, Rémi Goguel, sur cette question, vous qui êtes pour la décroissance, excusez-moi, est-ce que... J'avais déjà parlé, M. Aberstrauss, sur ce sujet-là, je ne me suis pas encore exprimé, donc je ne peux pas être zappé à chaque fois, c'est pas possible, d'accord ? Un petit peu de respect quand même pour la citoyenne. Donc, nous, sur le logement... Nous sommes tous des citoyens, cher ami. Oui, tout à fait, mais nous, on est des citoyennes. Pardon. Sur le logement, on a une ambition claire. Il s'agit de dire qu'on ne peut plus artificialiser la pleine terre, ni dans la zone urbaine, ni en périphérie. Donc, 2 choses. On réhabilite massivement les logements vacants, et il y en a beaucoup, donc il y a un énorme effort à faire là-dessus. On mobilise les logements Airbnb. Et c'est pas sérieux ce que vous nous proposez sur Airbnb. Vous dites limitation à 90 jours. Mais ça règle pas le problème parce que la rentrée d'argent est encore trop importante pour que ça dissuade de le remettre sur le marché locatif. Donc notre solution, c'est celle qui est employée dans beaucoup de communes littorales, c'est de plafonner à un nombre maximum d'Airbnb. C'est très simple. Aujourd'hui, il y en a plus de 5000. On réduira à 2000 et donc on remet 3000 logements Airbnb sur le marché. Voilà une mesure forte. Moi, je voudrais dire, ajouter un mot là-dessus, si vous permettez. C'est que je voudrais quand même qu'on ait une explication ce soir ou des mots clairs de Mme Kunders, qui d'un côté... Alors, posez une question rapidement, simplement, le temps pour vous nous dites et vous nous répétez que vous allez protéger la pleine terre et ne plus construire sur la pleine terre. Et dans le même temps, vous publiez, vous validez, il y a 15 jours, le schéma de cohérence territoriale, qui organise l'artificialisation de 25 hectares dans les 20 ans à Dijon, 190 sur la métropole, pour moitié pour faire du logement neuf. Alors, donc, Nathalie expliquez-nous l'incohérence entre la promesse Nathalie et la Kunders vous répond vraiment en 2 phrases, s'il vous plaît, le temps passe très vite. Alors, ça ne vous a pas échappé, Jacques Scott, c'est même pas à l'échelle de la métropole, c'est à l'ensemble d'une zone beaucoup plus importante avec l'ensemble des maires. 50% du territoire, donc c'est vous qui avec l'ensemble des maires. J'ai annoncé qu'on ne construirait plus sur les zones de pleine terre, que je préservais les sols vivants.
Je l'ai fait depuis que je suis maire et je le ferai si je suis Mais réélue. vous avez un Qui a projet fait et fera. Vous Et avez donc un schéma de cohérence les électeurs territoriale peuvent faire qui engage confiance sur cette ce destruction sujet. de la Voilà. terre. Thierry Couder, vous voulez Expliquez-nous prendre la cohérence. parole. Thierry Couder. Les gens me connaissent, ils savent que je tiens mes promesses. D'accord. Eh ben, écoutez, Non, mais chacun- là-dessus, je Allez-y. trouve qu'il y a vraiment une confusion. Il faut construire, évidemment, dans certains cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on se libère de toute règle d'architecture. Je veux dire, il y a une architecture d'une pauvreté absolument extraordinaire dans tout ce qui est construit ces 20 dernières années. Il n'y a aucune logique d'urbanisme qui permet de relier les nouveaux bâtiments au reste des quartiers. Il y a une perte d'identité des quartiers et il y a une minéralisation en parallèle qui s'est faite, et y compris qui atteint la disparition de l'eau. Je ne sais pas pourquoi dans cette ville on n'aime pas l'eau, on n'aime pas le verre. Bon, voilà, c'est la manière dont ça a été mené qui pose problème. Il fallait sans doute construire dans les 20 dernières années, mais il ne fallait pas le faire comme ça au petit bonheur, la chance des opportunités. Et ça veut dire que vous, pour demain, alors vous faites quoi? Je vous ai répondu tout à l'heure. Je fais priorité à la rénovation. Deuxièmement, priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes qui travaillent sur la métropole de Dijon. Michel Aberthaud, vous voulez également prendre la parole? Merci, je vous ai Allez-y. écouté. Allez-y. Alors j'entends des propos bizarres de M. Bichot, là, qui ne veut pas de personnes qui viennent travailler à Dijon parce qu'ils ne sont pas nés à Dijon. Mais je crois que vous avez parlé du CHU. Heureusement qu'il y a des infirmières, il y a des médecins qui viennent d'un peu partout pour vous soigner. Et ils ont besoin d'être logés. Alors il faut effectivement loger, mais loger aussi, rappelez-vous, toujours penser décarbonation, limitation de notre impact. Donc effectivement, pas de nouvelles terres agricoles ou nature prises pour l'urbanisation, mais aussi une construction plus éco-responsable. Ça, on en a besoin. Aujourd'hui, la ville, c'est un grand monopoly. Il n'y a pas eu assez de règles d'encadrement de types de construction qui ont été faits. C'est un peu trop dense, un peu trop du Tetris en n'importe quoi. Je suis obligé de réagir, pardon. Michel Aberthaud Très nous dit rapidement. pas d'urbanisation de nouvelles terres. Non. Comment se fait-il que les 3 élus écologistes qui sont dans votre liste, le 15 décembre, donc à un moment où la campagne était lancée et les écologistes avaient déjà prévu de faire liste commune, ont adopté la destruction Alors, règlement de la rue de Colchy, 2 hectares au nord de Dijon, à côté du Zénith, voilà. pour planter des locaux. Vous répondez alors que très nous avons rapidement 100 et 000 après on va mètres déjà arriver à la fin de carrés l'émission. Est-ce que S'il vous monsieur plaît, Aberthaud Rémi peut Gogol, nous merci, expliquer Nathalie ça, Kunder, cette je vous laisse incohérence répondre ou pas, si vous le souhaitez, comme vous voulez. Mais vraiment, on arrive vers la fin de l'émission. en Comme je deux l'ai phrases. dit, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on n'habite pas dans la même ville parce qu'on a beaucoup d'espaces verts. On a plus de 160 parcs jardins-combes. Il faut savoir que plus de 72% des Dijonnais aujourd'hui ont accès à un espace vert à moins de 5 minutes à pied. C'est pas moi qui le dis, c'est c'est une étude de l'INSEE. Et donc, on va continuer. Moi, dès Mais que je peux. Vous Oui. l'avez entendu des dizaines de fois, ce mot de bétonisation avec votre majorité. Oui. Vous l'avez toujours réfuté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un infléchissement ou pas? Bah oui, je crois que je l'ai Est-ce que vous montré. reconnaissez Déjà, j'ai que fait vous une y pensez annonce. plus Oui, maintenant? déjà, j'ai dit qu'on allait réviser le plan local d'urbanisme, qu'on va faire des assises de l'architecture avec les architectes, les promoteurs et les habitants. On a désimperméabilisé, on a planté des arbres sur l'axe Monge-Bossuet. Donc, vous reconnaissez On a plus votre réouvert le jardin de question Vogüé. Donc oui, bien sûr. Maintenant qu'hier. On arrive Oui. déjà malheureusement rapidement à la fin de cette émission et vous allez avoir chacun 40 secondes pour conclure. Nous vous avons demandé de venir avec une photo de l'endroit de Dijon qui aura radicalement changé à la fin de votre mandat si vous êtes élu maire. Je précise que l'ordre de passage a été tiré au sort juste avant cette émission et on va débuter avec vous, Thierry Couder. Oui, On va voir votre photo et Ah, bon, allez-y, d'accord. 40 secondes. Voilà, plus jamais ça. C'est ça, je pense, le message. Non pas, je ne vais pas reparler de la sécurité, mais de dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Dijon au plan national, on parle de tous les éléments de délinquance qu'il peut y avoir. Champollion, la médiathèque au Grésy, les personnes agressées, etc. Je ne veux pas que ce soit l'image, et ce n'est pas dénigré, je constate, je ne veux pas que ce soit l'image de Dijon demain, qu'une ville soit salie par tout un tas d'événements de délinquance. Nous devons nous mobiliser sur le rayonnement de cette ville, lui redonner une fierté à travers une politique culturelle dynamique, une politique sportive dynamique, une politique d'implantation d'entreprises. Et à ce moment-là, nous aurons retrouvé l'identité et la fierté de Dijon Merci qui correspond beaucoup, à son Thierry histoire. Couder. Vous avez entendu le gong. Nathalie Kunder, c'est à vous. Alors moi, j'ai choisi de parler d'une école. C'est ici l'école Colombière qui sera complètement rénovée à la fin de ce mandat si nous sommes réélus. Une école, parce que tout commence par l'école pour 3 raisons. L'école, c'est d'abord le quotidien des familles. C'est là où se joue l'égalité des chances. Et rénover l'école, investir dans l'école, c'est investir dans la justice sociale. La deuxième raison, c'est que rénover une école, c'est de l'écologie concrète. Eh bien, on isole mieux, on va moins consommer d'énergie, on va végétaliser, on va désimperméabiliser, planter des arbres. Et c'est bon
préoccupation pour le confort et la santé des enfants et du personnel. Et puis enfin, une école, c'est aussi le présent et l'avenir. C'est là que se prépare la société de demain, une société plus juste, plus vertueuse et plus solidaire. En tout cas, c'est le projet que je porte avec mon équipe. Merci beaucoup Nathalie Kunders. Rémi Gogel, c'est à vous. 40 secondes. Alors, je vois pas l'image. Votre image va apparaître. Ne vous inquiétez pas, elle apparaît à l'écran. Donc, Allez-y. avant 2050, vous savez qu'on sera touché par des pics de chaleur à 50 degrés. Ça va rendre la vie impossible si on ne fait rien dans cette ville. La première mission du maire, je vous disais tout à l'heure, c'est de garantir les besoins vitaux de la population. Et donc là, sur cette image, il s'agit de protéger la population contre les vagues de chaleur. Madame Kunders, elle nous fait des jardins éphémères et elle nous promet des arbres en pot. Dijon Avenir s'engage à préserver complètement la pleine terre et à végétaliser massivement la ville, avec notamment 10 nouveaux parcs et une centaine d'espaces arborés pour garantir à chacun d'avoir un îlot de fraîcheur à 300 mètres de chez soi. Aujourd'hui, Mme Kunders, 75% de la population a un îlot de fraîcheur à 900 mètres. Merci. Et voilà donc la place de la Libération. Je ne la vois Rémi pas. Gogel. Qui sera dans 25 ans. Elle est passée parce que dans vous n'avez cet pas état-là. vu l'écran. Ça va être maintenant votre tour, Emmanuel Bichol. La même règle, l'endroit qui aura radicalement changé à la fin de votre mandat et en quoi c'est symbolique de votre action. Vous avez 40 secondes. Alors l'endroit qui va radicalement changer, c'est cet espace de plus de 2 hectares entre l'ancien hôpital général et Louche, où nous souhaitons, plutôt que de construire de nouveaux bâtiments, aménager un parc. Et sur ce parc, nous allons implanter une tour Eiffel au 10e, qui est actuellement à Sainte-Marie-aux-Mines dans les Vosges, et avec qui nous avons pris contact avec son concepteur pour la ramener à Dijon. Elle est rouge comme la tour Eiffel à l'origine. Et ce sera un merveilleux symbole de la ville de Gustave Eiffel, connue dans le monde entier, à mettre en avant. Ce que je veux dire aux Dijonnais, c'est que cette élection, elle est très importante, parce que nous sommes un tournant pour Dijon. Et soit nous évoluons comme Nantes et Rennes, où tout se va, des tensions sociales vont se Merci dégrader. beaucoup, Emmanuel soit Bichot. nous C'est corrigeons déjà le tir fini. tout de suite. Michel Merci. Aberstron, c'est à vous. Vous avez 40 secondes. Alors nous avons choisi une école, c'est l'école d'Arcy, et c'est après rénovation. Effectivement, notre priorité, c'est les enfants, c'est l'avenir, et c'est pour eux qu'il faut nous protéger du réchauffement climatique, protéger d'un environnement antisocial, on va dire, difficile pour eux. Cette école, oui, il faut végétaliser, il faut faire de la rénovation thermique. Nous allons accélérer ce qu'a fait la municipalité jusqu'à présent, mais nous allons aussi considérer l'extérieur de l'école, l'accès à l'école. Vous voyez, dans cette école, rue piétonne, accès plus simple pour que les enfants puissent venir beaucoup, Michel aussi en Aberstron, vélo c'est et à terminé. pied. Et enfin, on termine avec Olivier Minard. C'est à votre tour. Vous avez 40 secondes. Oui, alors moi j'ai choisi de faire un contraste entre l'ancien hôpital, des photos pour mettre en évidence un contraste, l'ancienne cité hospitalière et la cité de la gastronomie qui a été construite à la place, un équipement de prestige coûteux qui, en quelque sorte, n'est pas accessible aux populations. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, on voulait faire un restaurant populaire à petit prix à l'intérieur. Mais surtout que, quand M. Rebsamen avait lancé ce projet-là, il avait promis qu'au CHU, on aurait des services publics de meilleure qualité. Or, on a eu jusqu'à 35 heures d'attente aux urgences. Et si Dijon Populaire, nous accédons aux responsabilités et que nous devenons, enfin moi je deviens maire, on sera administrateur de l'hôpital et on ne laissera pas faire. Merci beaucoup, Olivier Minard. Et je rappelle qu'il y a 2 autres candidats au poste de maire dans cette élection. Claire Rocher pour Lutte ouvrière et Camille Joyeux pour le Parti des travailleurs. Ce débat est désormais fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le JT. Les prochains débats, ce sera lundi sur notre antenne. Bonne soirée à tous.